J'ai bien vu ton CV, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de t'écouter. Devenir manager, c'est difficile. Moi, mes prétentions, c'est ça. Comment est-ce qu'on ouvre un marché ? Comment est-ce qu'on fait une stratégie éditoriale ? Gagner du temps des deux côtés. Les gens ne savent pas recruter. Oui. C'est pas parce qu'on n'est pas entrepreneur qu'on Oui. peut pas faire du personal branding. Exactement. Et je trouve que moi, en tant que senior, c'est encore plus compliqué. En fait, on peut être soi. Et il faut être soi. Ça, on adore et c'est ce qu'on cherche. C'est exactement ce pourquoi tu fais ce podcast. Oui. En- Je vois que vous avez le permis que depuis un mois. J'ai passé un entretien d'embauche. Traverse la rue, j'en trouve. You're fired. Ça fait 3 stagiaires que je recrute qui ne sont pas à la hauteur de mes attentes. J'ai entendu. Pas de temps reculé. Dans cet épisode, je vous propose un format spécial. Aurélie est un profil marketing digital senior. Elle est en recherche active et elle a accepté de se prêter au jeu de l'entretien en conditions réelles. L'objectif de cette simulation, c'est de pouvoir vous proposer un débrief sans filtre, de donner aux candidats un vrai aperçu de ce qui se joue en entretien, d'aider les recruteurs à remettre en question leurs réflexes et surtout lever le voile sur ce grand théâtre qu'est le recrutement. Aurélie postule dans une start-up DNVB, donc c'est-à-dire une marque digital native à 100%, qui après 5 ans cherche désormais à recruter leur premier responsable marketing digital et e-commerce. Je vous invite à écouter les questions, observer les réponses et rester pour le débrief. Allez, c'est parti. Je peux pas m'empêcher de faire la conne. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder ce temps-là dans le cadre de cet entretien, de ce premier échange, cette première rencontre. Je te présente Marine qui m'a accompagnée sur cet entretien. Salut Aurélie. Et qui, Marine, est experte en accompagnement justement sur tout ce qui est personal branding, marque employeur entreprise, si je dis pas de bêtises, C'est Marine, ça, c'est exactement c'est ça. Donc on va se faire un entretien, on va prendre le temps d'échanger les informations principales ensemble et on pourra débriefer juste après si ça vous dit. Très bien. Super. Allons-y. Ok, très bien. Bah écoute, déjà Aurélie, merci beaucoup. Ce qu'on va faire dans un premier temps, très vite, j'imagine que tu as pris connaissance de la fiche de poste. Tout à fait. Tu remets l'offre. Oui. Ok, Pas de souci. super. Donc moi, j'ai bien vu ton CV, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de t'écouter et de t'entendre sur ton parcours, que tu nous racontes un peu qui tu es, ce que tu as fait, et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui, pourquoi tu es à l'écoute du marché. Ok, parfait. Donc, je suis Aurélie. Je travaille depuis plus de 20 ans dans le digital et le e-commerce. J'ai travaillé dans différents types de structures, de la PME, de la DNVB, mais aussi des grands groupes. Et j'ai eu l'occasion d'explorer vraiment plusieurs secteurs d'activité, la mode, la beauté cosmétique, la décoration. Enfin voilà, j'ai vraiment eu toutes ces découvertes, plus principalement en B2C qu'en B2B. Voilà, et j'ai un parcours donc assez riche en expérience où j'ai débuté quand j'étais chez VP, donc voilà, où je suis arrivée dans l'entreprise, il y avait une dizaine de collaborateurs. J'ai passé 11 ans chez VP, donc en tant que responsable e-marketing. Donc j'accompagnais une équipe qui était en charge de toute l'organisation matérielle des ventes, donc en passant vraiment du brief du commercial jusqu'à la réalisation complète de l'opération, avec une partie image de marque, rédaction de fiches produits, etc. Et donc avec aussi principalement une grosse mission d'encadrement et de management. Puisque donc j'ai managé des équipes entre 10 et 12 collaborateurs à peu près, avec des profils complètement variés, des alternants, des graphistes, des chefs de projet marketing, enfin voilà, différentes personnalités. Et puis au bout de ces 11 ans, j'ai eu envie de voir un petit peu autre chose. Normal. Donc voilà, l'entreprise a grossi très vite aussi, et c'était une super expérience pour moi, mais j'avais envie de retrouver quelque chose un peu plus petit, à taille humaine, si je puis dire. Et donc, je suis rentrée chez Mon Eden, qui était une start-up dans le monde du jardinage, en tant que responsable marketplace. Où donc j'ai accompagné cette structure pendant 3 ans, où j'ai été vraiment en charge de créer complètement cette marketplace et de l'intégrer à l'ERP existant. Et donc voilà, j'ai été aussi en charge du sourcing des marchands, de l'intégration des fournisseurs, enfin vraiment toute la structure de cette marketplace. Ensuite, je suis arrivée chez le Beauty Club, qui est donc une entreprise de cosmétiques. On distribuait les marques de cosmétiques du groupe L'Oréal sur le marché algérien, donc en tant que responsable e-commerce et marketing digital, avec à la fois des personnes en France et en Algérie, puisque donc le marché était 100% algérien. Et donc avec des missions d'acquisition de trafic, de CRM, d'animation commerciale, enfin vraiment je dirais des choses assez classiques de responsable e-commerce.
Et puis par la suite, je suis rentrée pour la maison Inès de la Fressange Paris, donc mode premium, avec des fonctions également de responsable e-commerce et aussi marketplace, un penchant pour, développer la partie présence en marketplace. Et tout dernièrement, pour une DNVB, qui était la marque Smoon Lingerie, où je les ai accompagnés pendant toute la haute saison du maillot de bain pour développer leur gamme, la lingerie menstruelle, faire connaître la lingerie menstruelle. Et voilà, donc pareil, avec des missions identiques à tous mes précédents jobs. Ok, très bien. Donc, ta dernière mission, c'était du freelance, c'est ça ? Oui, j'étais 6 mois en freelance. Donc, l'idée, c'était... j'ai connu un peu le monde du salariat et j'avais aussi envie de voir un petit peu autre chose. Donc, j'ai créé mon auto-entreprise et décidé de me lancer en freelance. Depuis combien de temps tu es en freelance, juste pour que j'ai un ordre d'idée ? En fait, ça fait à peu près 3-4 ans que j'ai créé mon auto-entreprise, mais je n'ai pas eu l'occasion forcément de développer puisque j'ai eu plutôt des opportunités en CDI. Donc mais j'ai toujours cet à côté qui me permet aujourd'hui de pouvoir rebondir justement sur les opportunités qui se présentent. Donc, tu as eu du CDI et du freelance ? Oui. Ok. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu veux quand même retourner en CDI ? Tu n'as pas envie de creuser la partie freelance ? On va dire la sécurité peut-être de l'emploi, plus sur la partie salariat. Après, c'est vrai que sur du freelance, il y a cette forme de liberté. Mais on va dire que je suis plus sécure, moi, à l'idée de retourner dans du salariat que sur du freelance. Ok, très clair. Alors, je vais revenir, tu m'as parlé de ton expérience chez Vente Privée. Chez Vente Privée, tu es arrivée, tu avais déjà des responsabilités ou tu as évolué chez Vente Privée ? Je suis restée 1 an en tant que chef de projet marketing, donc vraiment en charge de l'organisation d'une vente événementielle, puisque à l'époque, on avait 2-3 ventes par semaine. Et donc, j'ai organisé vraiment les premières ventes événementielles avec le tri des échantillons, l'organisation du shooting, la rédaction des fiches produits. Et puis, l'entreprise a grossi très vite, donc on m'a confié aussi des responsabilités de management rapidement. Et donc, j'ai pris en main des équipes. Je suis devenue manager. C'est ça, donc c'est que ça s'est bien passé, qu'il y a eu des réussites. Okay. Et finalement, du coup, j'ai ton CV, j'ai bien pris connaissance de ton CV. Et j'ai vu, donc tu es resté longtemps chez Vente Privée. Et après, plutôt des expériences, alors courtes. Aujourd'hui, je ne sais pas si 3 ans c'est court sur le marché, mais c'est vrai que plus court que chez Vente Privée. Donc j'imagine que chez Vente Privée, t'as eu, ça correspondait peut-être à un moment de vie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore réussi vraiment à te poser vraiment En fait, est-ce que c'est parce que tu veux pas ? Est-ce que tu as besoin de changer régulièrement ? C'est quoi ? Pas du tout, c'est qu'il y a eu 2 licenciements économiques. Ah, ok, intéressant. Donc, voilà. Chez qui ? Quand j'étais chez Mon Eden et au sein du Beauty Club, 2 licenciements économiques. Il faut que ça amène à rebondir. Moi, j'aimerais me poser. Ok, ouais. Voilà, les contextes ont fait que j'ai pas pu me poser, mais ça crée de la résilience. Donc, Tout à fait. Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va être important pour toi ? Alors, moi, aujourd'hui, je recherche plutôt des petites structures, effectivement, type DNVB ou PME. J'ai envie vraiment d'accompagner... Pourquoi ? On va dire pour une forme de liberté, si je puis dire, dans mes missions. J'ai pas forcément envie d'être dans un grand groupe où je vais être dans une case, si je puis dire. Moi, je suis quelqu'un qui aime toucher à tout, traiter plein de sujets. Et du coup, c'est un peu l'expérience que j'ai eue pas en fin de vie, mais à la fin chez Vibi, où je me suis retrouvée un peu trop enfermée dans une case. Et je crains, peut-être que c'est une fausse image que j'aime, et que dans un grand groupe, je sois un peu plus dans cette image-là. Donc moi, aujourd'hui, effectivement, je suis plutôt à la recherche d'une expérience dans une PME, une DNVB. J'ai vraiment envie d'aider les entreprises dans leur digitalisation, d'être au cœur de l'action et de pouvoir vraiment structurer l'entreprise, les aider dans leur notoriété, d'accompagner des équipes s'il y a. Moi, j'ai un profil stratégique, mais aussi très opérationnel. C'est ce que j'allais demander, parce que c'est vrai que là, notre client aujourd'hui, il a vraiment besoin de quelqu'un qui ait une hauteur de vue, donc vraiment un point de vue stratégique, qui sache dézoomer quand c'est nécessaire, mais qui puisse être aussi très, comme on dit, hands-on, c'est-à-dire vraiment les mains dans le cambouis, chercher par elle-même, etc. Alors moi, c'est ce que je recherche. Ok, parce que quand on voit ton CV, je trouve ça très intéressant, mais on se dit, est-ce qu'elle va encore avoir envie d'être les mains dans le cambouis ? Peut-être qu'au début, on a là quelques personnes, mais c'est vrai que ça reste une création de poste, où on va devoir créer beaucoup de choses, et donc on a besoin de quelqu'un qui n'ait pas peur de faire les choses aussi, et au fur et à mesure, bien sûr, de constituer son équipe avec ses besoins, etc. Mais moi, c'est vraiment justement le type de mission que je recherche, puisque j'aime à la fois
prendre du recul sur les choses, avoir une vision stratégique et pouvoir établir une vraie stratégie. Mais j'aime également, je dis toujours, mettre les mains dans le cambouis. Je trouve que c'est hyper important d'être proche du terrain, de pouvoir... Enfin, moi, voilà, j'ai acquis une expertise sur Shopify. J'adore aller sur Shopify, chercher la petite application que je vais pouvoir mettre en place sur le site. Pas forcément faire appel à un développeur ou autre. Moi, j'aime chercher, fouiller, tester. Et du coup, c'est ça qui me plaît aussi. J'aime bien même aller rédiger une fiche produit s'il faut le faire, il n'y a pas de souci. Ça va être aussi pour la partie réseaux sociaux. Je peux complètement établir le calendrier des publications. Enfin, voilà, c'est quelque chose, moi, qui justement me tient à cœur d'avoir cette partie-là, toujours d'être au cœur de l'action. Ok, très clair. J'avais une petite question parce que du coup, aujourd'hui, pour la boîte, c'est vrai que les fondateurs... Je vais te poser la question, mais super cash. Mais moi, je pense que c'est important dans un entretien d'avoir vraiment des échanges... transparent. Potentiellement, ta future manager serait plus jeune que toi. Est-ce que ça te pose un problème d'être managé par quelqu'un qui serait plus jeune que toi? Non, pas du tout. J'ai déjà eu le cas. Sujet. Ok. J'ai déjà eu le cas. Comme je disais, moi, en fait, j'ai eu la chance vraiment sur tout mon parcours d'accompagner des profils différents. Aussi bien en termes de métier que de personnes, des alternants, des freelances, des agences extérieures. Et du coup, avoir quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé, voilà, moi, c'est plutôt vraiment le fit avec la personne que j'ai besoin d'avoir, peu importe l'âge. Ok, très clair. En fait, je me rends compte que j'ai plein de questions, il faut qu'on fasse vite. On a des enjeux de développement international avec la boîte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont là sur la France, donc c'est évidemment de développer la France, le marché français, l'optimiser, etc. Mais l'idée, c'est aussi d'aller chercher les canaux internationaux. Tu m'as parlé d'une expérience où tu avais eu des marchés algériens, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, est-ce que voilà, aller chercher un peu le marché international, faire des choses que tu n'as peut-être pas encore tout à fait faites? Comment tu Alors, te en sens? fait, j'ai eu l'occasion de développer justement des marchés internationaux quand j'étais dans la mode, où j'ai ouvert le marché sur l'Italie. D'accord. Puisque alors, en fait, le site était déjà ouvert à l'international, mais sans plus d'action que ça. Moi, j'ai commencé à regarder effectivement qu'il y avait un début de frémissement, il y avait des ventes un petit peu qui se faisaient sur ce marché-là. Et du coup, j'ai proposé d'aller beaucoup plus loin en ouvrant la partie CRM avec vraiment des newsletters en italien, donc sur ce marché donc italien, mais également la partie acquisition de trafic. On a commencé à concevoir des campagnes spécifiquement en Italie, etc. Je l'ai fait également plus sur la marque aussi de lingerie menstruelle, où on est allé chercher des marchés et des axes de développement supplémentaire, en fait. Donc, Ok, et en termes de réussite, réalisation, tu as des résultats à nous partager? Alors, sur l'Italie, effectivement, donc, quand j'étais sur la mode, effectivement, on a eu vraiment un gain de chiffre d'affaires vraiment intéressant sur ce marché-là. On a fait plus 50% sur ce pays. Ok, hyper intéressant. Et tu étais en total lead sur ce projet-là? Oui, complètement. Ok, donc c'est toi qui gérais. Tu avais quoi? Tu avais des prestataires avec toi? Oui, j'étais accompagnée de prestataires, effectivement. Ok, et là, à ce moment-là, c'est toi qui as fait la roadmap et qui l'a déployée en déléguant aux différents prestataires? Exactement, avec l'agence d'acquisition de trafic, la partie rédaction, traduction aussi, du coup, des fiches produits, parce que je ne parle pas italien. Mais voilà. Ok. Dernière petite question. Tu nous as pas dit pourquoi tu es partie de chez Vente Privée? Et qu'est-ce qui a fait que... Alors si, tu nous as dit qu'avant de voir autre chose. Plus ou moins, effectivement, j'ai eu la chance, vraiment, pour moi, c'était vraiment une expérience formidable. Ça a été une école, je dirais, parce que c'était une de mes premières expériences professionnelles en plus. Mais voilà, comme je disais, l'entreprise a grossi très, très vite et je me retrouvais plus forcément dans l'entreprise, dans cette taille de structure. Ok. Dernière petite question. Tu as parlé du fait qu'il y a eu des licenciements économiques. Comment tu l'as vécu? Ça, c'est comment ça s'est... Quel impact ça a eu aujourd'hui dans ton parcours? Et question toujours, alors bon, la boîte pour laquelle on se rencontre aujourd'hui se porte très bien, autofinancée, rentable, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, mais ça reste une jeune boîte qui a que 5 ans. Est-ce que tu n'as pas peur, du coup, de te retrouver à nouveau dans cette situation-là? Est-ce que toi qui cherches la sécurité, finalement, comment tu vois les choses là-dessus? Disons que le premier licenciement économique, on va dire, assez difficile, parce que soudain, brutal, jamais confronté à cette situation. Donc, voilà, assez difficile. On se remet aussi un peu en question en disant est-ce qu'on n'aurait pas pu faire des choses finalement pour que ça se passe mieux. Mais bon, après, on se rend vite compte aussi qu'on reste petit quand même dans l'entreprise, même on n'a pas beaucoup de champ d'action. Donc, on tire des expériences
de cette expérience, si je puis dire. Et puis le deuxième licenciement économique, contexte politique économique compliqué, c'était après le Covid aussi. Donc on se dit c'est la faute à pas de chance, quoi. Ouais. Voilà. Mais je suis prête quand même à toujours continuer dans ce type de structure parce que voilà, moi c'est vraiment ce qui m'attire, les tailles d'entreprise plutôt petites et des NVB, effectivement, je trouve que ça nous laisse quand même la possibilité d'explorer plein de choses et même si effectivement il y a toujours un risque, moi ce que je recherche aussi avant tout c'est quand même de faire mon métier avec passion et s'il y a ça, je me dis bon bah voilà, on verra ce que ça donne. Ok. Est-ce que tu as des questions? Parce que j'en ai beaucoup, mais est-ce que tu as préparé des questions? Est-ce que t'as des questions? Oui, bien sûr, j'avais préparé du coup. Si on peut répondre. Quelques petites questions. Je crois que tu m'as dit c'était une création de poste. C'est une création de poste, du coup, ouais. voilà, dans quel contexte cette création elle intervient? Comment était structurée un petit peu l'entreprise avant? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, pour que tu comprennes, et c'est une très bonne question, en effet. En gros, donc aujourd'hui, création de poste, parce que c'est une activité, la partie marketing, commerce, acquisition, rétention, ça. C'est géré par une des deux cofondatrices qui aujourd'hui a besoin de se concentrer sur autre chose, de garder cette vision stratégique, éclaireur, etc. Et donc, il cherche quelqu'un qui va pouvoir reprendre ça. Et donc, aujourd'hui, on ne cherche pas forcément juste un salarié, on ne cherche pas à remplir une case vide, mais plutôt à co-créer une case en binôme, évidemment, avec la cofondatrice. Mais donc, c'est presque un peu posture un peu associée, vraie posture consultative. Okay. Et on attend de quelqu'un qui vienne nous, déjà, qui reprenne, qui continue ce qui fonctionne bien pour la boîte, mais qui puisse aussi disrupter et amener de la valeur. Ok, mais du coup, cette personne, elle est quand même vraiment disposée à déléguer, vu que c'est elle qui avait le sujet en main. Très bonne question. Les cofondateurs, parfois, ils veulent, les founders, ils veulent déléguer, ils ont du mal parfois, n'est-ce pas? Oui, elle en a besoin. Okay. Et donc oui, après, en effet, typiquement, ce sera le genre de choses dont moi, j'aimerais bien qu'on parle dans les prochains entretiens, si on est amené à continuer et que tu puisses la rencontrer. Il va falloir parler aussi de cette passation, de cette phase de prise de poste, avec tous les enjeux qui seront ceux de... Elle va devoir lâcher le bébé et te le transmettre, ou la transmettre à la personne qui prendra le poste. Donc c'est des points qui sont essentiels. Tu as déjà expérimenté ça? Plus ou moins, pas plus que ça. Mais effectivement, c'est une question où je me dis, et potentiellement, ça peut être une crainte, parce qu'effectivement, quand c'est leur bébé, comment après, elles confient un peu les rênes quand les fondateurs ont tout piloté, quel degré d'autonomie aussi elles sont prêtes à laisser justement à la personne. Totalement. Et ça fait partie de la réalité des jeunes entreprises avec des entrepreneurs qui ont tout fait tout seuls au début. Et quand ils doivent se structurer et commencer, c'est pas la même chose. Il y a l'envie et après il y a la théorie, je veux recruter, et après il y a la pratique, comment ça se passe maintenant? C'est ça. Donc je comprends totalement, c'est un très bon sujet pour un process de recrutement, il faudra l'aborder. Ok, d'autres questions? J'avais mis le niveau d'autonomie aussi qui était attendu sur le poste, mais je pense que 99%, on a besoin de quelqu'un qui soit complètement autonome, ownership, prise de décision, prise de recul, en concertation évidemment avec les associés, mais prise d'autonomie totale. Ok. Hyper important. Et globalement, comment tu décrirais l'ambiance dans l'entreprise? Alors, jeune boîte, une boîte qui est focus sur le marché. Donc, ce qui est certain, c'est que si tu cherches une entreprise où tu vas avoir ton petit team building tous les mercredis de tous les 10 jours avec un pilotage de la performance, c'est-à-dire des entretiens pro, des entretiens annuels, de la formation interne, c'est pas ce que tu trouveras dans cette boîte. C'est une boîte qui, en termes de maturité RH, n'y est pas encore. Par contre, en revanche, c'est une boîte où tu vas avoir de l'impact, tu vas avoir de l'engagement, de la prise de décision, de l'autonomie. Donc, c'est une ambiance assez collaborative, assez transversale. Il n'y a pas beaucoup de hiérarchie. Donc, ton poste de directrice, ce sera plus parce que tu es directrice de ton sujet, mais pas forcément directrice d'équipe. Bien sûr. Et du coup, ambiance très collaborative. Par contre, ça bosse beaucoup. Et c'est très orienté, c'est très héroïste. Donc, on regarde les résultats. Chaque action doit être rentable. Donc, voilà. Ça, c'est vrai que c'est très présent dans la culture de la boîte. Ok, parfait. Voilà. Non, ça correspond plutôt à ce que je recherche. Ok, très bien. En vrai, on pourrait encore parler très longtemps, vous l'avez compris, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour pas vous perdre. Merci beaucoup. On va passer au débrief pour de cet échantillon d'entretien. On a essayé d'aborder pas mal de sujets, aussi bien sur toi, sur des compétences, des réalisations, que sur le futur management, la boîte. Est-ce que déjà, toi, comme ça, à chaud,
Tu veux nous faire part un peu de ton ressenti? D'habitude, je me présente pas de cette façon-là. En fait, je suis rentrée très vite dans un peu le détail de mon parcours. Ouais. Et je le fais pas comme ça d'habitude. Donc, je sais pas pourquoi, là, c'est parti comme ça. On doit dire déjà, c'est vrai qu'on est rentré dans le vif du sujet, mais on doit dire Aurélie, bravo d'avoir joué le jeu, parce que déjà, un entretien, c'est pas facile. Un entretien filmé, diffusé, où on sait qu'on va être débriefé après, c'est une belle prise de risque. Donc déjà, bravo, parce que sortir de sa zone de confort comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc déjà, très bon point. Et ça, je pense que, bon, il se trouve que je peux pas te recruter, mais en l'occurrence, j'aurais vraiment noté ça comme une posture très intéressante. Et donc vraiment, bravo pour ça. Mais donc, bon, je comprends du coup que t'es peut-être pas... D'habitude, tu fais comment? Je suis beaucoup plus synthétique, en fait, sur ma présentation. Et j'attends après vraiment de rentrer dans l'échange. Pour décrire d'ailleurs peut-être plus en profondeur certaines expériences et pas toutes, vraiment en rapport avec plus la fiche de poste. Enfin voilà, là j'ai été trop vaste, on va dire. Enfin, je trouve. J'ai décrit trop rapidement et peut-être un peu trop longtemps, mais toutes mes expériences. C'est l'effet caméra, à ton avis, qui t'a fait ça ou pas? Ou t'avais peur de ne pas pouvoir tout dire ou de louper des choses? Je sais pas, j'explique pas. C'est quand le dernier entretien que tu as passé là? Pour savoir si... c'est une question d'entraînement aussi. C'est pas très vieux pourtant, parce que j'avais des process assez récents, donc ça fait quoi, même pas un mois où j'ai eu plein de process et plein d'entretiens divers. Ok, très cool. Marine, si tu veux, tu peux te représenter cette fois-ci en bonne et due forme et peut-être pouvoir faire un débrief à Aurélie de ce que tu as pensé. Déjà pareil à chaud et après moi j'ai plein de choses à te dire. Alors très rapidement, donc moi j'ai une agence, j'accompagne les dirigeants et dans leur prise de parole, mais aussi dans leur marque employeur. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on va faire rayonner les collaborateurs dans une entreprise, parce que ce sont les collaborateurs qui font la force de l'entreprise. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu as raconté, en tout cas c'est ce que j'ai perçu moi, c'est que tu es une bâtisseuse. Tu aimes prendre les sujets au début et les faire monter. Là où tu peux aller, je pense, plus loin, c'est d'expliquer vraiment. Et donc, moi, je suis entrepreneuse et chef d'entreprise, donc forcément, exactement, tout ceci me parle. Expliquer le pourquoi et le comment est-ce que tu permets à l'entreprise d'arriver là où elle veut arriver avec ce que tu sais faire. Et ça, dans la prise de parole aussi, tu vois, sur un LinkedIn. Donc, je vais poser la question maintenant. Est-ce que toutes tes réussites, tu les as partagées à un moment donné sur LinkedIn, par exemple, ou sur Instagram? Oui, non? Non, puisque à tort, je me sers de LinkedIn plutôt quand je suis en recherche de nouvelles opportunités, où je vais publier effectivement de manière régulière, etc. Mais c'est vrai que dès le moment où on est sur un poste, je publie beaucoup moins, clairement. Je dirais quid, parenthèse, quid, j'adore ce mot, je l'ai découvert. Qu'en est-il de quid? Ah oui, on adore. De LinkedIn pour gérer son employabilité. Et l'employabilité, c'est mettre en valeur ses réussites et pas quand on est en galère. Mais oui, c'est surtout pas. Quand on surfe sur les réussites. Non, mais et après, quand on est en galère, là, on va chercher son LinkedIn. Mais LinkedIn est sous-exploité par les candidats qui... Ouais, je te laisse reprendre, mais c'est un très bon point. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose, pour le coup, c'est pas perdu puisque tu peux le faire. Toutes ces connaissances et ces stratégies de bâtisseuse que tu as, tu peux d'ores et déjà les utiliser et recommencer à poster. Tu vois, comment est-ce qu'on ouvre un marché, comment est-ce qu'on fait une stratégie éditoriale, comment, je n'ai pas noté, mais comment est-ce qu'on passe de 0 à 1, de 1 à 10 et donner de la méthode. Et pourquoi, enfin, ça va permettre en fait de se projeter. Tu vois, moi, je cherche quelqu'un, par exemple, pour me seconder. Si je cherche quelqu'un pour me seconder, Lana, tout à l'heure, a dit quelque chose de très, très vrai. Comment lâcher quand tu dois lâcher ton bébé et avoir confiance, c'est hyper difficile. Toi, tu aimes les petites boîtes et tu aimes construire. Donc, ça veut dire, c'est quel élément de réassurance tu vas donner dans des contenus à des fondateurs pour qu'ils se disent, OK, elle a compris.
je n'aurais pas peur de lui laisser les rênes. Mais d'habitude, je donne aussi tous mes résultats chiffrés en fait en entretien. Alors, Là, je ne l'ai pas fait. Encore une fois, parce que je pense que je n'ai pas abordé l'entretien de la bonne on t'a manière. pris à chaud et c'était voulu. Mais d'habitude, je donne des exemples de réalisation chiffrés avec un peu plus de méthodologie sur comment j'ai fait. J'ai mis en place des CRM, comment j'ai fait, les scénarios que j'ai mis en place, les résultats. Voilà, d'habitude, je Bon, le fais. là, de toute façon, on était plus dans un cadre de call de qualif. Donc, premier échange. Call de qualif, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le premier échange entre le moment où nous, en tant que recruteurs, on va sourcer un certain nombre de CV, validés ou non, soit on les appelle directement, soit l'entreprise nous valide un intérêt pour le CV. Et là, on va prendre contact avec le candidat pour justement faire une première overview pour voir si c'est intéressant de démarrer un processus de recrutement ou pas. Donc là, dans l'idée, c'était plutôt une sorte de call de qualification. Mais le call de qualif est hyper important, il se prépare. Voilà. Après, en effet, quand moi j'ai vu ton CV, d'ailleurs, pour les personnes, peut-être qu'on réussira en prod à mettre le CV là, à côté de moi. Fais comme ça, on va le mettre là, ici. Attention. J'avais vu le CV. Très bonne chose sur le CV déjà, c'est que c'est un CV par compétences. Donc au moins, on sait très bien sur quoi on peut capitaliser directement. C'est-à-dire, voilà, Aurélie arrive dans la boîte, voilà son catalogue de compétences, ça c'est super. Ça c'est un. Et deuxième chose, dans ton CV, il y avait des réalisations chiffrées avec pas beaucoup de descriptifs d'expérience parce que de toute façon, malheureusement, on les lit pas. Par contre, tu m'as mis des chiffres, des pourcentages, des plus, des moins, ça on adore et c'est ce qu'on cherche. Ensuite, Marine, je me permets de rebondir sur quelque chose que tu as dit. Et ça, c'est un vrai conseil que je donne aussi à mes... que je donne aussi à mes candidats que j'accompagne. C'est qu'un entrepreneur, un chef d'entreprise, un manager, il a besoin d'être rassuré. Et c'est vrai qu'en tant que candidat, parfois, on oublie ça parce qu'on est dans notre jeu de candidat, je dois prouver, peut-être le côté rapport de force, etc. Mais déjà, je pense qu'en tant que candidat, il faut pouvoir se positionner quand même en tant que père professionnel à professionnel dans l'entretien et être conscient de, voilà ce que moi j'amène. Donc finalement, je ne suis pas forcément en posture basse de candidat qui attend de me faire juger par l'entreprise. Mais surtout, toi, tu as quand même une certaine crédibilité, tu as des réalisations. Voilà, c'est-à-dire que tu n'es pas junior, mais même les juniors, vous devez y penser. Ouais. Et c'est de te dire, finalement, l'entrepreneur, il a besoin d'être rassuré quant au fait que je vais pouvoir faire les missions dont il a besoin. Parce que derrière, évidemment, un recrutement, c'est du business. Et c'est vrai que les candidats, parfois, l'oublient et oublient que quand ils parlent à un entrepreneur, en fait, ils sont... Pardon, ça déshumanise, alors que moi, je cherche à humaniser, mais c'est pour vous faire comprendre, on est une sorte de business pour eux à un moment donné, et est-ce qu'on va pouvoir s'inscrire dans leur stratégie business? Voilà, donc ça c'était le petit feedback. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que ça te parle? Enfin, j'imagine que ça te parle. Oui, voilà. Ça me parle complètement. Effectivement, j'entends que la personne que j'ai en face de moi, elle ait besoin d'être rassurée et de voir comment elle peut aussi se projeter avec cette personne sur ce qu'elle va faire, ce qu'elle va entreprendre. Après, quand du coup, je suis plus en avance dans les process, je vais toujours essayer de donner de la vision sur ce que je mettrais en place en fait si j'arrivais dans l'entreprise. Très bien. À savoir que je vais systématiquement examiner le site internet de l'entreprise et déjà leur donner des petits quick wins en fait. Très bien. C'est sur moi typiquement j'arrive demain mini roadmap entre guillemets de ce que je pourrais leur proposer. Voilà, non mais ça c'est très bien. D'ailleurs ça fait partie des étapes que je recommande en termes de préparation. C'est quelque part finalement quand tu prépares ton entretien, il faut pas le préparer comme une candidate. Et ça je pense que toi tu sais bien le faire. Il faut se préparer comme un freelance qui arrive avec qui vient pour répondre à un besoin. Et le besoin en fait, c'est ta fiche de poste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus simple. Autant quelqu'un qui prospecte des clients, il faut qu'il ait creusé le besoin, le définir machin. Vous en tant que candidat, le besoin vous l'avez sur votre fiche de poste, donc vous savez exactement de quoi il s'agit. Et du coup se positionner en tant que solution et pas candidat. J'avais un petit feedback en effet à te faire sur la manière dont tu as présenté ton parcours. Et ça aussi c'est un petit piège, je me permets parce que tu es loin d'être la seule, il y en a beaucoup qui le font, sur le côté... En effet, quand tu as parlé de ton parcours, c'était beaucoup. Donc, j'ai fait ça, puis ensuite, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, ça faisait un petit peu listing. Oui. Là où moi, je t'invite beaucoup plus à vraiment nous raconter ton histoire et être plus dans une logique de récit. Donc, je suis arrivée chez Vente Privée. Chez Vente Privée, mon rôle, ça a été ça. J'ai contribué à ça. Je suis partie parce que... Et en fait, après, ça a été très puis ça. Oui. Là où j'aurais adoré que tu me crées du lien et que tu me racontes...
comment tu as rebondi d'une expérience à une autre, de chaque expérience que ça t'a apporté en termes de skills, pour évidemment des skills qui matchent avec le poste, pour le soumettre en entretien. Donc voilà, c'était juste éviter l'effet un peu listing Oui, non, j'entends et complètement. faire ce lien croisé, parce que finalement, c'est ce que je dis toujours, le CV, on l'a vu et on l'a sous les yeux. En entretien, ce qu'on veut voir, c'est la personne. Voilà. Est-ce que tu as des feedbacks à nous faire, enfin, du coup, c'est vrai que à me faire sur la partie entretien, sur les questions, est-ce que tu t'es senti un petit peu... Non, écoute, pas particulièrement. Après, c'est vrai que j'ai déjà eu pas mal d'entretiens, donc Ouais. je suis un peu... j'ai rodé à l'exercice, même si les entretiens se passent pas toujours de façon identique, surtout selon les personnes qu'on a en face de soi. Donc, non, plutôt classique, si je puis dire, comme entretien de pré-qualif sur la partie un peu RH comme ça. Pas métier vraiment pur avec une personne qui sera dans l'entreprise. Donc, non, c'était assez classique. Ok. Marine, tu voulais dire... Moi, si je puis me Oui, permettre, appuie-toi. pour rebondir, plus par rapport à toi, Ouais. toi, tu as une façon en fait d'aborder les entretiens, je trouve, qui met à l'aise, en tout cas, qui donne la possibilité de s'exprimer librement. Je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, et je pense que c'est pas le cas de tous les entretiens. Oui, c'est pour ça que je disais, il y a des entretiens qui se passent C'est ça. différemment. C'est ça. Genre, c'est-à-dire quoi, les entreprises ou les personnes qui te reçoivent, elles se mettent en posture un peu haute, genre machin. Alors, qu'est-ce que tu observes dans les entretiens? J'ai rarement eu ce type de personnes vraiment très, très hautaines, ou vraiment qui essayent de me prendre de haut. Mais j'ai eu parfois des entretiens vraiment très challenging avec des questions déjà tordues dès le départ, quoi. Enfin, vraiment... aujourd'hui, si tu avais une personne à prendre comme modèle, qui est-ce que tu prendrais? Voilà. Donc, j'essaye, je rebondis, mais typiquement, j'ai du mal à capter l'intérêt. On est pris un peu au dépourvu sur ce genre de questions, donc je suis pas sûre qu'on donne le meilleur de nous-mêmes sur ce genre de Il y a questions. certains, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a certains entrepreneurs, j'ai entrepreneur parce que c'est voilà, mais il y a certains chefs d'entreprise, managers, responsables d'équipe, ce que vous voulez, qui vont aller chercher à sélectionner les candidats par la difficulté. Et c'est des partis pris, alors qu'il y en a qui vont chercher à sélectionner par, je vais plutôt chercher les synergies, là où on peut travailler ensemble. Le potentiel, et il y en a qui vont plutôt chercher à avoir la difficulté. Moi, je pense que voilà, un bon entretien, c'est un mélange des deux, ou alors, en fait, par étape de process, au début, premier entretien, moi, je recommande plutôt un entretien où on est de pair à pair, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, on se parle, on se dit les choses, et une fois que c'est passé, là, en effet, on va tester le candidat dans des mises en difficulté. Mais le souci, c'est que souvent, il y a des personnes qui challengent tout de suite le candidat premier entretien. Ça met le petit bras, enfin, on est dans une logique de pair. Du coup, ça tout de suite, ça me déstabilise en fait quelque part, alors qu'effectivement, à ce contrario, j'ai eu des entretiens, c'était des échanges, vraiment, où on se sent tout de suite beaucoup plus libre et on parle plus spontanément finalement, nos expériences, c'est beaucoup plus fluide, et ça, c'est typiquement le genre d'entretien hyper agréable, mais c'est pas le cas, c'est pas très généralisé. Comment tu recrutes ? Raconte-nous. Attends, je vais juste rebondir justement là sur cet échange, et après je vais t'expliquer. Il y a un autre truc aussi, c'est que quand même majoritairement, les gens ne savent pas, et j'assume totalement ce que je dis, mais les gens ne savent pas recruter. C'est un job de recruter. Quand tu es en entreprise, que tu deviens manager, déjà, devenir manager, c'est difficile parce que tu dois prendre ta place et qu'on te dit tu vas recruter ton équipe, tu ne sais pas comment faire. Là, il ne s'agit plus de tes compétences business, il s'agit de tes compétences humaines. Exactement. C'est la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Les réflexes, c'est maintenant, il y a ChatGPT, donc ça va être alors chat, comment je fais, quelles questions je vais poser, ou alors Google, quelles questions poser pendant l'entretien. Et c'est là où on se retrouve avec des questions à la con, en fait. Non, mais vraiment, qui n'ont pas d'intérêt. Et il y a autre chose aussi, c'est que ces managers, ils se disent, je viens de devenir manager, il faut que j'ai des gens qui vont pouvoir me servir, mais surtout pas, et ça c'est l'erreur principale de n'importe qui, surtout pas aller chercher quelqu'un qui va être meilleur que moi, parce que je veux pas qu'on pense que je suis pas à ma place. Et en fait, quand on a ce genre de questions, pour moi, c'est un peu tordu aussi parce que c'est de la peur. C'est que les gens vont se dire oh là là, faut qu'elle soit bonne pour m'aider, mais il faut pas non plus qu'elle soit excellente pour me faire de l'ombre. Mais ça, je crois que c'est plutôt grand groupe. Ça, c'est plutôt grand groupe. Voilà. Mais pas que.
Mais Ok. pas que, parce que en fait, il y a aussi, alors je vais pas aller dans la psychologie de comptoir, hein, mais Vas-y, t'inquiète. mais il y a aussi la peur de devenir inutile. Et donc, un fondateur, quand il a été tout seul, quand il a créé tout seul, etc., qu'il a commencé à avoir des équipes, il peut se dire, tiens, bah, si je mets quelqu'un qui est meilleur que moi, que vont penser les équipes de ma valeur? Ce qui est, à mon sens, une erreur, sous réserve de trouver aussi la bonne personne Bien sûr. qui sait s'inscrire dans la stratégie du groupe, qui veut la faire grandir. Parce qu'on peut avoir aussi des gens qui sont dans des schémas assez destructeurs et qui peuvent tout casser. Moi, j'ai des clients, enfin, du coup, mes clients, c'est plutôt des jeunes entreprises qui créent, je dirais, qui passent de 0 à 10. Donc, première vague de recrutement. Sur cette première vague de recrutement, ce que j'entends beaucoup, c'est que justement, c'est des gens qui sont très doués, en fait, sur à peu près tout ce qu'ils entreprennent. Parce que s'ils recrutent, c'est qu'il y a des moyens, c'est qu'il y a de la croissance. En général, c'est qu'il y a des moyens. De la croissance. Et donc, ils cherchent des gens pour... en fait, c'est difficile parce qu'ils mettent la barre haute, parce qu'ils cherchent des gens pour faire ce que eux n'ont plus vraiment le temps de faire, mais ils cherchent aussi des gens qui vont venir leur apprendre des choses. Et ça, je le vois beaucoup. Donc, moi, j'entends beaucoup. Moi, je veux quelqu'un qui vienne et qui me dise comment faire mon travail et qui vienne me disrupter, me challenger. Voilà. Et donc, je sais pas si ça te parle un petit peu. Non, pas tant Ok. que ça. Vraiment, Ouais. j'ai eu peu ce sentiment justement de personnes qui attendent d'être challengées par la personne qui vont recruter, quoi. Donc, vraiment pas trop ce cas de figure, non. Ok, intéressant. Moi, j'ai que ça. Ouais, non, vraiment, non. Et on n'a pas parlé salaire. Ouais. Alors évidemment, l'idée c'est pas que tu nous donnes des prétentions salariales, mais est-ce que tu sais comment te positionner sur le marché en termes de salaire? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Justement, on pourrait dire petite boîte, petit moyen. Comment tu gères Moi, je suis assez claire sur cette partie-là que j'aborde toujours dès le premier échange. C'est très bien. Je l'ai pas fait parce que c'était là, c'est comme ça. Mais en soi, Parce pareil. que par Premier le échange. passé, je ne l'ai pas toujours fait. Je suis allée jusqu'à des shortlists et quand on me demande mes prétentions, Non. ah mais non, pas du tout. Donc j'ai appris de mes erreurs. Ouais. Et systématiquement maintenant, premier échange, premier call avec l'entreprise, je dis voilà, moi mes prétentions c'est ça. Est-ce que ça correspond à ce que vous recherchez ou pas et encore une fois, c'est vraiment dans le but de gagner du temps des deux côtés. C'est pas pour être cash sur le sujet, c'est juste que vous gagnez du temps si ça colle. Moi je gagne du temps, on avance. Il n'y a pas de sujet. Salaire, Voilà. c'est premier C'est- échange. Salaire, premier échange. Et ça, en fait, comprendre de tes erreurs en tant que candidate, oui, parce que les seules erreurs que tu as eues, toi, c'est de te dire, attends, j'ai fait X entretiens et on n'en a toujours pas parlé, mais en soi, pour moi, c'est la responsabilité de l'entreprise de parler de salaire, c'est de savoir déjà quel est mon budget sur ce profil-là et à quel point j'ai une enveloppe qui est malléable ou pas. Et derrière, après, c'est tout de suite, j'en parle. Quelle est ma marge de négociation et tout de suite, j'en parle. C'est des deux côtés le salaire. Bref. Mais moi, je crois pas d'ailleurs, ma conviction profonde, c'est que je crois pas à la négo pour la négo. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le budget qu'on a, mais il y a aussi la valeur d'un profil. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, moi, je crois pas qu'il faille recruter des très bons pour pas cher. Je pense qu'on a envie de payer pour quelque chose de bon. Et si on n'a pas les moyens, on réévalue son besoin. Ouais, entièrement d'accord, mais j'ai déjà eu le cas quand même aussi où j'ai abordé dès le premier échange, c'était OK, et arrivé lors de la proposition, on m'a fait 15-40 sous. Parce qu'à mon avis, alors, Donc, ça, c'est pas honnête. C'est qu'ils devaient c'est peut-être malhonnête. considérer que tu valais moins. Et c'est ça qui est pas OK. Enfin, je sais pas, hein, mais... C'est vrai que, alors bon, j'ai fait un pas en arrière et ils ont fait un pas aussi, mais on n'est pas arrivé quand même sur ce que j'avais annoncé dès le départ. Donc, j'ai l'impression que même des fois, quand on est très transparent sur ce sujet-là dès le départ, je crois qu'il y a des entreprises qui sont pas prêtes complètement à jouer le jeu en disant bon, on verra bien, je vais aller jusqu'au bout et puis finalement, D'où je vais l'intérêt de se essayer faire quoi. accompagner. Voilà. Mais tu vois, en fait, c'est fou, c'est exactement ce pourquoi tu fais ce podcast. Oui, En- c'est tout pourquoi j'ai- Je ne suis pas là pour te donner Non, le non, dit comme Marine, ça, mais surtout Marine. non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue, il y a de la dialogue, tentative, ouais. il y a aussi le côté de ne pas penser qu'un talent est un investissement, mais est une dépense. C'est-à-dire que, Oui, tu je vois, vois ce que tu veux dire. ils l'ont Ouais. joué. C'est-à-dire, t'entourer de quelqu'un qui est meilleur que toi, ça te permet de gagner du temps. Donc, tu investis sur toi, tu investis sur la personne. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est Une prise de risque aussi. Hein. C'est aussi une dépense, on va pas se Mais mentir. oui, mais si c'est une bonne dépense, ça va. Mais c'est encore une fois, il faut changer de point de vue, il faut changer de façon de fonctionner. Et aussi, il faut, je trouve, recruter vraiment les gens pour ce qu'ils ont à nous apporter
et pas pour ce que nous, on a envie d'avoir parce que c'est beau dans notre environnement. Ça, c'est hyper important aussi. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des... T'as un exemple ? Oui, y a des... Moi, j'ai bossé dans des grands groupes, un grand groupe, et en fait, là-dedans, on te disait... Il faut avoir bac plus 5. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire moi, je ne recrute que des gens qui sortent de Sciences Po. Ah, bah, c'est super. Bah, bravo, c'est bien. Bel esprit d'innovation. C'est un vrai sujet, Voilà. la question de ligne. Mais je trouve que ça va mieux. Mais bon, mais peut-être que ça a changé et je le souhaite à tout le monde que ça ait changé. Le problème, en fait, c'est que nous, aujourd'hui, on est dans une époque où tout va vite. Il y a l'intelligence artificielle, il y a la tech, on devient auto-apprenant. Et ce qu'on veut, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui sont capables d'évoluer en permanence et d'apporter à l'entreprise des choses qui vont nous faire tous progresser. Mais donc, qui ont cet aussi esprit un peu entrepreneur. Et en fait, quand tu veux recruter pour dire tiens, regarde, j'ai un trophée, parce qu'il y en a encore qui sont comme ça en mode trophée. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Et ben, le problème, c'est que la personne, elle est pas là pour la bonne raison, donc elle délivre pas ce que l'employeur attend. Enfin, ça crée des disparités énormes entre ce qu'on s'était dit au départ. Et voilà, et c'est dommage parce que ça va aussi casser, les personnalités, ça va créer. Et ces trophées coûtent très cher. Ces trophées coûtent super cher. Alors que parfois, justement, ça me fait penser. Une des premières boîtes pour laquelle j'avais été... Enfin, je vais pas rentrer dans... Lana, non, par contre, ceci dit, j'avais commencé à raconter ma vie. Mais par contre, non, ceci dit, ça me fait penser à quelque chose. L'idée aujourd'hui, c'est... Mais ça, c'est très difficile. Même moi, parfois, je tombe dans cet écueil en tant que recruteuse qui accompagne sur du recrutement des jeunes boîtes, etc. Mais il y a cette idée de chercher plutôt un potentiel évolutif plutôt que des compétences. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10 ans, on recrutait pas les mêmes profils qu'aujourd'hui parce que le marketing, il y a 10 ans, c'était pas du tout le marketing d'aujourd'hui. La data d'il y a 10 ans, on parlait même pas de data ou à peine. C'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, on cherche des gens qui vont justement savoir se re-questionner et évoluer sur le marché et donc faire preuve justement de potentiel évolutif. Mais voilà, mais ça c'est difficile parce que en vrai, beaucoup d'entreprises veulent recruter des gens qui soient opérationnels tout de suite. Et quand on leur parle de potentiel évolutif, ils sont là, j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Et ça, d'un côté, en day-to-day, sur une mission, je le comprends. Mais au fond, ma conviction, c'est quand même qu'il faut rechercher une personne qui a cette capacité d'évoluer. Et d'ailleurs, toi, je veux te le dire, c'est vrai, c'est que quand on voit ton CV, ton parcours, tu as quand même 20 ans d'expérience. Et je trouve que il y a plein de micro-détails que tu m'as mis dans le CV. On sent que tu es quelqu'un qui se re-questionne, qui cherche, je le vois. Vraiment, je ne sais pas comment je le vois dans le CV à force d'en voir. On finit par déceler des choses, mais beaucoup de remises en question, beaucoup d'évolution et d'adaptabilité, malgré le fait que tu aies 20 ans. En tout cas, j'ai l'impression que tu évolues quand même avec ton temps. Alors après, peut-être pas, je sais pas à quel point sur la partie data, ou maintenant la data dans le marketing, c'est hyper important. Mais voilà, ça, je l'ai ressenti. Et bravo, parce que je trouve qu'on en parlait hier avec Marine, se positionner quand on est senior sur le marché, c'est pas aussi facile. Les juniors, déjà, je trouve que c'est hyper compliqué, mais senior, c'est aussi une autre difficulté. Parce que, en fait, on est plus chiant à placer. On est plus chiant sur ce qu'on veut. Et on est plus chiant à être recruté. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est vrai que sur l'adaptabilité, moi, je pense que c'est effectivement une de mes forces aussi, puisque vraiment, j'ai exploré vraiment plein de secteurs différents, des marchés aussi différents. Si on prend le marché algérien, comme je citais tout à l'heure, où c'est du coup quand même une maturité digitale qui est complètement différente par rapport à la France, donc une forme d'adaptabilité par rapport à ça, mais par rapport à une culture aussi. Moi, je prends ça comme des enrichissements personnels, et c'est ce qui me challenge aussi, de pouvoir à chaque fois découvrir. Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre en plus, donc je vais me former. Enfin voilà, c'est hyper important. J'essaye d'évoluer avec mon temps aussi en étant senior. Mais senior, c'est pas un mot qui tue. Mais ça fait peur des fois. Ça fait peur et ça incombe aussi des choses. Quand on est senior, on a envie d'avoir de l'autonomie, de l'ownership sur ces sujets, de la prise de décision, de la liberté, un salaire, mais on amène aussi une expertise, une décharge. Mais c'est vrai qu'on est moins malléable à manager. Je sais que c'est un sujet, et c'est aussi pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que te faire manager par quelqu'un de plus jeune que toi aujourd'hui, c'est un sujet? Parce que j'imagine que d'ailleurs dans ta recherche, tu dois être confronté à ça, des gens qui vont t'embaucher. Mais je dirais même que je pense que j'aurais
peut-être plus de plaisir à être managé par quelqu'un de plus jeune parce que le management a quand même beaucoup évolué clair. depuis ces 20 dernières années. Et en plus, moi, j'ai une forme de management très ouvert, très à l'écoute, bienveillant. J'aime faire progresser mes collaborateurs et du coup, c'est aussi ce que je recherche. Et je pense que les jeunes managers sont aujourd'hui bien plus sur ce type de profil qui match avec qui je suis aussi, qu'un manager des années 80, très comme ça. Qui micromanage. C'est pas du tout ce que je vais rechercher. Donc, je pense qu'au contraire, j'aurais plus de plaisir à être avec un manager plus jeune. Trop cool. Aurélie, juste un petit topo sur ta recherche comment tu te sens aujourd'hui en ce moment sur le marché, comment tu sens le marché. Tout le monde dit que c'est impossible de trouver du boulot en ce moment, que le marché est saturé, que les entreprises ne recrutent pas. Je vais pas dire que c'est facile parce que sincèrement, j'ai pas ce sentiment. Donc là, moi, ça fait presque 6 mois que je suis en recherche. La fin de l'année, on n'en parle pas. C'était catastrophique. Il n'y avait rien. Début d'année, c'était pas terrible non plus. Sur février-mars, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit regain. Là, j'ai un peu l'impression que c'est mou. C'est nouveau, que c'est mou. Et je trouve que moi, en tant que senior, c'est encore plus compliqué. Après, je ne suis pas confrontée à des recrutements de juniors. Enfin, j'ai pas beaucoup échangé avec des juniors, donc peut-être que c'est la même chose. Mais en tout cas, je trouve que le marché n'est pas simple. Mais d'où je trouve que quand on est justement senior, ce que Marine, tu disais sur la notion de se mettre en valeur, et ça, c'est qu'on doit encore d'autant plus prouver sa valeur. Parce que, je ne sais pas si tu peux rebondir dessus, Marine, mais c'est ce côté vraiment où aujourd'hui, on coûte un certain prix, on a un certain bagage, on n'arrive pas comme n'importe qui du jour au lendemain, machin. Donc, c'est se faire connaître. Et c'est pas parce qu'on n'est pas entrepreneur qu'on peut pas faire du personal branding. Exactement. Ouais, c'est hyper important parce que une boîte, pour grandir, elle a besoin d'avoir des bons éléments. Prendre des juniors pour faire des économies, c'est pas forcément la bonne solution. Évidemment, il faut avoir les moyens qui vont avec. Mais donc, plus tu vas capitaliser et faire savoir ce que tu as fait, plus ça va attirer à toi des recruteurs qui vont se dire, ah oui, en effet, non seulement elle sait expliquer comment elle le fait, mais en plus, je vois bien puisque ces entreprises-là continuent et sont devenues des modèles de réussite. Donc, et ça, c'est un truc qu'on n'ose pas faire souvent, et encore plus quand on est une femme. C'est mon... mais on se sait. Mais voilà. Mais en fait... personne ne nous dira jamais « Ah non, mais attends, t'as pas le droit de dire ça, c'est l'entreprise. » Oui, mais en fait, l'entreprise, si elle en est là aujourd'hui, c'est parce que toi, tu as aussi amené ta pierre à l'édifice et que tu as exécuté énormément de choses qui l'ont fait grandir. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, sans forcément s'accaparer le sujet, mais de dire « Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a fait, on est parti de là, on est arrivé là, voilà les étapes. » Tu vois ? Donc, c'est pas tous ces posts qu'on voit sur LinkedIn insupportables en ce moment, en mode oui, moi, je suis fière. Je suis passée de c'est insupportable. Voilà. Mais en plus, tout le monde se moque des gens qui font ça sur LinkedIn. Moi, la première. Ah, voilà, oui, exactement. Non, mais oui, c'est super subtil. LinkedIn, il faut savoir quand même l'utiliser. Oui. Et en même temps, sans passer pour, je sais pas, la personne qui... Mais c'est facile, en fait, de pas passer pour la personne qui a un ego surdimensionné. Il faut juste sortir des trends. Moi, j'adore blaguer sur j'ai fait tomber ma tasse à café et ça m'a donné une leçon. Oui, le café s'attache. Voilà. Mais grosso modo, c'est ça. Mais en fait, on peut être soi. Et il faut être soi. Parce que se travestir pour faire comme les autres, ça ne marche pas. Et ça n'attirera pas à toi les personnes que tu as envie d'attirer. En revanche, capitaliser sur son expérience, ce que l'on sait et ce que l'on peut apporter à une entreprise. Le résultat, c'est important. Mais c'est surtout aussi... la méthode, montrer que tu as la méthode. Parce qu'il y en a plein aussi, tu vois, qui vont te dire oui, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, etc. Mais c'était pas lui, c'était lui et son équipe. Bien sûr. Tu vois, et exactement. la base du on et du je d'ailleurs. Il faut bien dire je en entretien. Et moi d'ailleurs, on me dit souvent bah oui, alors on a fait ci. Attends, ok, super, mais toi, quelle a été ta contribution? Donc hyper important de faire attention au jeu de on et je donc soit dans les entretiens ou même dans les discussions. C'est vrai que des fois on peut avoir l'air prétentieux en disant je, mais finalement dans moi un aussi. Entretien, alors c'est ce que je dis, il y a bien un moment où il faut parler de soi avec aisance, c'est en entretien. Et les gens on ose pas parler d'eux parce que tout ce qu'on vient de dire sur LinkedIn, mais par contre en entretien,
Là, tu rates ton rendez-vous si en fait t'as pas pris ce moment-là pour parler de toi. Et en fait, c'est ce qu'on veut surtout. C'est pour ça qu'on t'écoute. Et c'est le seul moment où tu peux te galvauder comme ça, et être et que ce soit accepté, tu vois. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Et en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est savoir se raconter. Savoir se raconter. Les Américains, ils sont hyper forts dans leur narratif. Hyper fort. Mais en fait, nous aussi, on a le droit de le faire. Mais c'est vrai qu'en France, on se dit, oh là là, tout de suite, c'est de l'ego, etc. C'est pas de l'ego. Il y a France et femmes, je pense aussi, comme tu disais. C'est un cumul. Je pense que c'est encore moins inné, effectivement, pour nous, en tant que femmes, de vraiment prendre la parole et d'oser dire... J'ai fait ça, regardez comment je l'ai fait. Mais moi, on me dit encore, sur ce poste, je vois plutôt un mec, ou alors sur ce poste, je vois plutôt une femme. Ça, il y a des... Bon, bref. C'est encore un autre délire. Mais même là-dessus, là, j'avoue, je dois le dire. Moi, je suis la première à essayer de pas... Bon, je sais pas si je dois le dire, en fait. Si, dis-le. Dis-le. Moi, la première, j'essaye de garder une certaine neutralité. Et quand c'est dans l'excès, en général, je me retire ou autre. Mais parfois, je comprends. Là, je veux une sensibilité, ou alors parfois, on parle d'énergie maintenant. Je veux une sensibilité masculine, je veux une sensibilité féminine, et je l'entends. Une sensibilité produit. Enfin, moi, je sais que typiquement, je me positionne pas sur des jobs dans le BTP, dans l'outillage, des choses comme ça, parce que je me vois pas et je pourrais concevoir que ce soit un poste plus masculin, entre guillemets. C'est aussi sur, par exemple, dire moi j'ai besoin de quelqu'un, si on a des founders avec tempérament, non mais là moi j'ai besoin de quelqu'un qui me dise ok stop, voilà comment on va faire, et j'ai besoin du coup j'ai besoin d'un mec, truc machin, etc. Ça je l'ai eu, et je le comprends, alors que ça peut être complètement l'inverse, et parfois, bref. Là, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Mais... Ah non, mais mais c'est vrai. Ça veut pas dire que je présente que des garçons, fais attention. Mais dans la prise de brief, du coup, ça me donne un petit truc, voilà. Même sur les personnalités du coup des personnes que je vais proposer. Voilà. Je pense qu'on s'est tout dit, même si encore une fois, moi, je pourrais parler de ça toute la journée. Aurélie, un petit mot pour la fin ? Écoutez, exercice intéressant. Sortir de sa zone de confort. Exactement, bravo, t'as su le faire, mais ça se voit. On en parlait, donc non, très, très intéressant. Et Marine, un petit conseil pour les... Alors là, on a parlé seniors et pour les juniors qui n'ont pas fait spécialement beaucoup de réalisations, de réussite. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent en avant ? On a toujours fait des choses de toute façon. Je suis d'accord. Ou alors on a des valeurs qu'on a envie de défendre, ou alors on a même des choses que l'on a envie d'apprendre. En fait, l'idée c'est vraiment de montrer, je trouve, sa capacité à chercher, comprendre, apprendre, décrypter, donner. C'est ça. Parce que même si tu n'as pas fait grand-chose, si tu sais apprendre, si tu sais évoluer, c'est hyper important. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que... La déterre, quoi. Oui, la déterre, mais surtout la capacité de remise en question, la capacité de se dire... tu vois, c'était intéressant tout à l'heure quand tu disais j'adore aller dans Shopify pour aller prendre la petite application qui va faire que, etc. En fait, ce côté tête chercheuse, la curiosité, ça permet d'aller toujours plus loin dans tes projets, de sortir un peu de ton chemin tout tracé. C'est ça l'innovation. Donc, quand tu es junior, tu as plein de choses à raconter. Même quand tu es à l'école, tu fais... plein de projets. Maintenant, tous les masters, c'est avec des projets hyper concrets, etc. Puis peut-être des choses finalement de sa vie personnelle qu'on peut mettre en relation avec une vie professionnelle, des choses qu'on a pu explorer sur sa vie personnelle, qu'on en adéquation. Sans tomber dans le pathos là, qu'on voit tout le temps et qui est insupportable évidemment. Mais en tout cas, je vais me faire insulter moi à force de dire tout ça. Elle va avoir plein de haters. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire de cette vidéo ce que vous avez pensé de Aurélie, de comment elle s'est défendue, de l'exercice qui était encore une fois pas facile. Donc merci beaucoup à toutes les deux et à Aurélie surtout de t'être prêtée à l'exercice. De rien. Merci encore une fois, très intéressant, et n'hésitez pas à suivre nos prochaines vidéos. Merci Lana. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a parlé, si tu as appris quelque chose ou que ça t'a fait bouger une ligne, pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles là où tu nous écoutes et à laisser un commentaire. C'est le meilleur moyen pour faire circuler ce podcast et donner plus de place à la transparence dans le monde du travail. Si tu veux continuer la conversation, tu peux me retrouver sur LinkedIn, Instagram et TikTok. À très vite.